L'association Parle avec elle présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. 4 faces, que ce soit à Berlin, à Toulouse, à Oran ou bien à Naples. Basta Project. Donc un échange interculturel. Projet Basta, parler de ces questions liées au genre, des droits des femmes et tout ça, c'est des questions qui restent encore très très sensibles. Basta Project, pour toi, c'est quoi ? Stop. C'est stop. Radio Campus 9.4 FM, nouvel opus avec Parle avec elle et Radio Basta. Et tous les noms qu'on a pu donner à cette aventure associative qui défend la cause féminine, les causes féminines, les grandes causes. Et cette semaine, une spécialité, une thématique, c'est stratégie d'émancipation. Et je suis en compagnie d'Ophélie. Ouais, bonjour. Je travaille à l'association Parle avec elle. Et je suis ici avec Anna qui travaille aussi à l'association Parle avec elle et avec Elsa qui travaille dans une association de Carcassonne qui s'appelle Couleurs Citoyennes qui nous présentera un peu son association. Et on est toutes les 3 étudiantes en master de sociologie du genre, donc on effectue ces stages dans ce cadre-là. Yes, on s'écoutera quelques petits reportages que vous nous avez amenés, précieusement préparés. Et on vous remercie de toute cette implication associative et citoyenne, on pourrait dire. Et on va tout de suite aller dans le vif du sujet avec Marie, spécialisée un petit peu dans le spectacle jeunesse. Tu peux en dire 2 mots, quelqu'un ? Ouais, tu veux dire ? Oui, donc Marie, elle fait cet spectacle sur le genre pour les enfants, notamment parce qu'elle elle a vu qu'il avait un besoin, parce que sur les albums jeunesse, c'est presque que des garçons qui sont des protagonistes. Donc, elle travaille aussi dans un cadre de théâtre forum. Donc, les enfants, ils vont en scène, ils vont essayer de trouver leurs stratégies pour s'en sortir de ces situations difficiles, discriminantes. On s'écoute ça. Merci. Alors, je vous raconte un petit peu la genèse. Moi, donc, je suis comédienne, metteuse en scène et autrice. Je suis spécialisée en théâtre forum. J'ai fait aussi pas mal de clowns. Je me suis formée aux ateliers philo pour enfants. Et puis, il y a 4 ans, j'ai eu une petite fille. Et au moment où j'ai eu cette petite fille, moi j'avais l'impression d'être assez sensibilisée sur tout un tas de questions de sexisme et tout ça. Mais d'un seul coup, je me suis pris ces questions d'inégalité homme-femme encore plus fort dans la figure, et en particulier par rapport à ma petite fille qu'on a enfermée vraiment dans des petites cases roses avec des doudous roses, des paillettes pas encore toutes petites, mais effectivement, là, ça y est, c'est en train d'arriver. Et puis, au niveau des mots aussi, dans lesquels elle était enfermée par l'entourage, la famille, la crèche, la nounou, sur le fait qu'elle était sage, qu'elle était gentille, qu'elle était douce, ou alors qu'elle était vilaine parce qu'elle pleurait, des choses comme ça. Et vraiment, assez vite, je me suis dit, ça me pose un peu problème, tout ça, un peu beaucoup même. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser à la littérature jeunesse de façon un peu plus approfondie, à lui lire des livres. Et puis, j'ai été désespérée de voir qu'il n'y avait quasiment pas de petites filles sur les situations d'apprentissage. Donc, faire sur le pot, dormir, manger, etc. C'est toujours des personnages de petits garçons. Voilà, du coup plein de prises de conscience comme ça, et c'est ce qui a fait émerger en moi l'envie de faire un spectacle sur les stéréotypes de genre, déjà pour donner de la force aux petites filles, ça c'est vraiment effectivement ce qui est à l'origine de mes moteurs, mais aussi pour les petits garçons, de voir que très très jeunes, on leur propose d'être des petits caïds, d'être des petits hommes virils,
pareil dans les activités ou dans les mots dans lesquels ils sont baignés. Il faut qu'ils soient forts, il faut qu'ils soient costauds, il faut qu'ils soient courageux. Et moi, du coup, j'ai eu envie de leur proposer un espace un peu alternatif, un endroit où ils puissent être un peu libres de se penser autrement, d'exister sous une autre forme. Et comme moi, j'ai envie aussi de promouvoir la littérature jeunesse, je me base sur des albums jeunes publics qui me servent de support pour jouer. Donc je lis, joue des albums, et c'est ça vraiment la base du spectacle. J'utilise ces supports comme des supports pour faire du théâtre forum. Donc du coup je détourne un peu le théâtre forum de sa forme originelle. Je détourne cette méthode puisque je me base sur des livres, des albums jeunesse que je commence à lire, à compter. Et puis je m'arrête à un moment où il y a une situation d'oppression et je propose aux enfants de venir incarner les personnages du livre et de chercher des stratégies pour se sortir des situations. Du coup, par exemple, j'utilise Niels Barbie et le problème du pistolet. Donc ça, c'est l'histoire d'un petit garçon qui voudrait une Barbie pour son anniversaire. Son père lui a promis qu'il pourrait avoir ce qu'il veut. Et puis finalement, une fois dans le magasin, son papa voudrait plutôt qu'il prenne le pistolet parce que c'est mieux pour un garçon. Et voilà, et c'est comment lui il va s'en sortir avec cette injonction. Donc il y a la pression de son papa, il y a l'attitude aussi de la caissière. Et puis il y a d'autres personnages, un enfant de son école et son père qui le juge, qui le regarde durement, par rapport au fait que lui il voudrait avoir une Barbie, son père qui est gêné, donc il y a toute la pression sociale qui est montrée à travers ça. Et Niels qui va, mais je veux pas du pistolet, je veux la Barbie. Et donc j'arrête la lecture à cet endroit-là, quand lui il est très mal, qu'il s'est retrouvé à devoir acheter le pistolet et comment il peut faire avec ça. Et donc les enfants viennent remplacer Niels. Moi je joue le personnage de l'oppresseur principal, en l'occurrence là le papa, et ils peuvent jouer aussi les autres personnages, les oppresseurs secondaires. Et on s'entraîne à trouver comment Niels peut faire valoir sa différence. Donc les enfants sont très forts, ils trouvent tout un tas de stratégies hyper inventives. À chaque fois, ça marche super bien. C'est très chouette parce qu'ils pensent à des choses auxquelles nous, dans notre univers d'adultes, on n'aurait pas pensé. Et puis à la fin, je leur présente quand même la fin de l'histoire telle qu'elle a été écrite par les auteurs, en disant que c'est une des fins possibles, que c'est pas forcément... que ça vaut pas plus que leur stratégie, que voilà, l'auteur a pensé à ces solutions-là. Et puis il y a une partie aussi un peu atelier philo en amont, selon l'âge des enfants, sur qu'est-ce que c'est être un garçon, qu'est-ce que c'est être une fille, est-ce qu'on est traité de la même manière, comment ça se passe entre filles et garçons. Et puis je les amène un peu à creuser leurs réflexions. Donc moi j'incarne un personnage pour tout ça. J'incarne le personnage de Violette, qui est une petite fille espiègle, qui se pose énormément de questions et qui rentre pas tout à fait dans les cases et qui essaie de trouver des réponses. Et donc elle sollicite les enfants pour venir l'aider à réfléchir, parce qu'ensemble on réfléchit mieux. Et donc à chaque fois qu'il y a des raisonnements qui lui semblent pas cohérents ou un peu stéréotypés, elle dit « Mais je comprends pas, pourquoi tu me dis ça ? Moi je suis pas d'accord, moi j'en ai déjà vu des garçons avec les cheveux longs, ou des choses comme ça. » Voilà. C'est un peu la spécificité de cette approche-là, parce que normalement au Théâtre Forum on reste assez neutre. Et là, moi je me suis trouvée confrontée quelquefois à entendre de la part d'un groupe d'enfants une parole unanime avec laquelle j'étais en profond désaccord, des propos sexistes, des choses comme ça, et je me suis dit c'est pas possible, je peux pas laisser cette parole sans commentaire. Moi ça me convient pas du tout, cette neutralité elle fonctionne que si dans le public
il y a du débat, s'il y a des choses contradictoires qui émergent, où on peut faire valoir des points de vue contradictoires. S'il n'y en a pas, comment je fais? Donc du coup, c'est pour ça que j'ai développé le personnage de cette petite fille qui, elle, se permet d'exprimer son point de vue, se permet de faire valoir des contre-exemples. Voilà. Et puis, du coup, avec ce personnage, ça permet aussi d'amener du ludique, un côté un petit peu assez drôle parfois, parce que à la question, par exemple, qu'est-ce qui fait la différence entre un petit garçon et une petite fille, selon l'âge des enfants, on peut avoir aussi des réponses du type les filles, ça a des cheveux longs, et les garçons, ça a les cheveux courts. Donc Violette, elle questionne, ah bon, vous avez jamais vu de garçon avec les cheveux longs? Ah si, c'est vrai que c'est possible. Oui, mais en tout cas, les garçons, ils ont pas de barrette. Ah non, et là, du coup, tout le groupe d'enfants est unanime. Ah non, un garçon avec des barrettes, ça n'existe pas. Ah bon, alors du coup, ça veut dire... Donc je sors une barrette, parce que j'ai tout un réservoir d'accessoires. Si je mets une barrette sur la tête d'un petit garçon, je le transforme en petite fille. Ah bah non, ça marche pas. Bah alors, c'est pas ça. Retour sur le plateau de Parle avec elle, Radio Basta. Quelques réactions à cette démarche vraiment originale, vraiment militante, Ophélie? Ouais, moi ce que je trouve intéressant, c'est cette utilisation du ludique, comme elle dit, de passer parfois sur l'humour quand elle va aborder des situations réellement discriminantes et des paroles oppressantes que les enfants peuvent avoir. Et du coup, qu'elle utilise vraiment toujours l'humour, le ludique et la simplicité en fait pour déconstruire, en démontrant un peu aux enfants que des fois ce qu'ils disent c'est pas véritable, il y a rien qui prouve leurs propos, et du coup, je trouve ça assez intéressant. Ouais. Anna? Pour moi, j'aime bien, parce que comme elle travaille avec les enfants, c'est cette sensibilisation de... Je recommence. Donc, pour moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Marie, comme elle travaille avec les enfants, c'est quand même essentiel d'avoir cette sensibilisation. Parce que c'est le moment de déconstruire ces propos qui peuvent, oui, parfois être sexistes et discriminants. Donc, c'est super important de déconstruire, quoi. Elsa, une petite réaction? Oui, moi je pense que travailler avec les enfants, c'est... À mon avis, ce qui fait le plus de sens, en tout cas, c'est ce qu'on choisit de faire aussi à l'association à Couleur Citoyenne. Au sein de l'accueil de loisirs, déjà, en travaillant nos pratiques avec les animateurs et les animatrices pour ne pas reproduire tout ce qui ressort du sexisme ordinaire. Et puis après, pour essayer de déconstruire au maximum tout ce qui s'est déjà construit en termes de représentation chez les enfants. Et il y a du boulot à faire, et en même temps, c'est un public qui est très réceptif et qui remet en question ses idées préconçues très rapidement. En fait, on peut s'apercevoir que c'est en effet hyper efficace comme travail. On voit des résultats rapidement. Ouais, elle parle un petit peu de détourner le théâtre forum vers une non-neutralité, ou moins de neutralité. Ça vous parle, cette affaire? Ophélie. Il me semble que dans cette thématique des stéréotypes de genre, c'est assez difficile de rester neutre, parce que c'est prendre le risque de laisser passer des propos qui perpétuent des stigmates et qui perpétuent des oppressions. Du coup, je trouve que ça fait véritablement sens qu'elle ait ce petit personnage qu'elle appelle du coup Violette, qui va intervenir en justement démontrant différents propos. Et je pense vraiment que c'est nécessaire, et que être neutre, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus efficace. Mais selon moi, en tout cas, dans cette thématique, c'est important de des fois recadrer les choses et de dire, non, au nom de la neutralité, je vais pas laisser passer un propos sexiste, en fait. Ce serait difficilement applicable à l'Internet, ce que tu dis, entre parenthèses. Oui. C'est une autre question. L'association Parle avec elle, Radio Basta, l'émission hebdomadaire. On va s'écouter un deuxième reportage, on peut dire, interview. Ça se passe avec Héloïse Prévost. Quelqu'un nous fait une petite intro? Elsa, peut-être?
Non, Anna, une deuxième chance. Alors, Héloïse, elle fait partie de l'association Faire Face. Donc, elle travaille notamment avec les stratégies d'autodéfense des femmes. Et avec elle, on a parlé, et pas que de ça, on a parlé de comment aussi, dans les ateliers de Faire Face, la parole, elle devient aussi un outil pour sublimer les violences que ces femmes peuvent avoir vécues ou pas. Et donc, normalement, à la fin des ateliers, ils ont un bilan où ils vont partager, les femmes vont partager pourquoi elles ont cette démarche de participer à ces ateliers. Et elle, en tant que participante de l'association, elle voit qu'après avoir fait ces ateliers d'autodéfense, les femmes se sentent beaucoup plus en confiance en soi. Et manifestement, il y a besoin. On écoute Héloïse Prévost en interview, association Faire Face. On va parler là maintenant avec Héloïse Prévost. Héloïse, si vous pouvez vous présenter un peu. Ok, donc moi je suis en sociologie du genre, en fin de thèse, et je travaille sur les résistances et les stratégies de femmes rurales brésiliennes. Au-delà de ça, je suis aussi partie d'une association d'autodéfense féministe donc, qui travaille à la prévention des violences de genre. Et cette association, c'est notamment Faire Face. Oui, plusieurs types d'ateliers courts de 3 heures qui sont plus des ateliers, on appelle ça des ateliers déclic. Donc c'est pour un peu découvrir l'autodéfense féministe, découvrir ce qu'il est possible de faire et donner envie d'aller plus loin. Et on a aussi donc des stages, on a les stages 2 jours, donc sur les week-ends, où là on approfondit vraiment des techniques d'autodéfense physique, verbale, psychologique. Et aussi on a des ateliers longs, c'est-à-dire que c'est juste structuré autrement, c'est 2 heures, une fois par semaine pendant 1 mois. Donc ce qui fait 4 fois 2 heures, qui est un autre format. Le but c'est d'être accessible aux disponibilités de plus de femmes, donc de proposer des formes différentes pour que celles qui travaillent puissent venir ou celles qui sont celles qui ont juste très peu de plage horaire, très peu de liberté puissent aussi. Et est-ce que vous ressentez d'où vient cette démarche des femmes, pourquoi elles cherchent cet atelier d'autodéfense Il y a toutes les motivations en fait possibles. Il y a des femmes qui viennent parce qu'elles ont envie d'avoir des outils, de se rassurer, de savoir qu'elles peuvent réagir en cas d'agression sans pour autant être forcément exposées, mais juste envie d'être plus sûres d'elles et d'avoir des outils à disposition. Il y en a qui viennent parce qu'elles ont ou vécu des violences ou des amis proches ou des personnes proches en ont vécu, que ce soit des violences verbales, du harcèlement sexuel ou alors des violences physiques ou des pressions psychologiques aussi. Et donc en fait il y a un peu de tout. Il y a des personnes qui ont juste envie de se sentir plus sûres et des personnes qui recherchent dans un moment précis des outils plus précis, quoi. Et vous avez eu des retours de femmes après que vous avez peut-être croisées qui vous ont dit ça m'a servi, je me sens plus en confiance Ouais. Alors déjà en général quand on termine les ateliers, on fait un feedback à la fin des ateliers, il y a un peu ce sentiment de se sentir un peu plus power, quoi, d'être pleine d'énergie, un peu renforcée. Et ensuite il y a pas mal de femmes qui reviennent en fait, qui en font plusieurs parce que ça leur a plu, parce qu'elles ont envie de se rafraîchir la mémoire ou parce qu'elles ont envie d'un peu pousser, d'apprendre plus. Et des fois, on a des anecdotes, ouais, de comment elles se sont servies de certains outils dans certaines situations. Mais en fait, au sein des ateliers, même les femmes qui viennent la première fois, on fait des partages de savoir, de stratégies. Et il y a plein de stratégies que les femmes présentent, dont elles se sont servies déjà dans leur vécu, quoi, en fait. C'est aussi ça, ce qui est intéressant dans l'autodéfense, c'est qu'on se rend compte qu'on a toutes déjà des outils d'autodéfense, qu'on conscientise ou pas forcément, mais qu'on a toutes déjà des stratégies au quotidien. Et ce qui est intéressant dans le mettre ensemble, c'est qu'on voit qu'on en a vraiment beaucoup et qu'on peut améliorer et après
peaufiner des techniques qui sont vraiment utiles dans des situations. D'accord, donc des ateliers et aussi des stratégies d'autodéfense, c'est pas juste dans vraiment l'action, c'est vraiment déjà comment se porter, les regards, les comportements, déjà on peut mettre ces choses en place comme manière de se Oui, défendre. l'idée c'est de mobiliser tout ce qui peut prévenir une situation de violence importante. Donc c'est tout ce qu'on peut mobiliser en amont d'une situation de violence. Et après, si on n'a pas, il se passe, s'il y a une situation de violence qu'on n'a pas vu venir et qui d'un seul coup explose, c'est pouvoir s'en sortir. Donc c'est vraiment des stratégies pour avoir à ne pas vivre en fait la violence, pour la prévenir. Moi j'en ai fait un des ateliers et c'est vrai que ce qui est beaucoup rappelé aussi, c'est cette nécessité en tant que femme de se rendre compte qu'on est forte et qu'on est puissante en fait. Et qu'on a aussi de la force physique et que justement c'est pas quelque chose qui est associé qu'aux hommes. Et cette déconstruction au début de l'atelier, je la trouve vraiment nécessaire parce qu'on peut du coup s'ouvrir à la puissance qu'on a en nous et je pense que c'est ça aussi l'empowerment finalement. Ouais, c'est un peu déconstruire cette idée qu'on est fragile, qu'on sera nécessairement moins forte qu'un homme. J'ai une copine qui utilise souvent cette image que je trouve assez drôle, c'est qu'elle dit qu'on a l'habitude de voir comme les chevaux. On voit les hommes 7 fois plus grands qu'ils ne sont, ou 7 fois plus forts qu'ils ne sont. Donc ça me fait rire, effectivement, mais on a toute cette construction-là d'être fragile, qui est une construction qui sert au final le fait qu'on ne se sente pas en sécurité et qui sert aussi les hommes d'imposer nombre de choses. Quoi. Est-ce que aussi à travers tes recherches, puisque du coup tu vois les techniques aussi d'autodéfense qu'il peut y avoir des femmes au Brésil par exemple, est-ce que tu vois des différences de stratégie Moi, je vois des stratégies de résistance, qui sont des stratégies d'autodéfense aussi, qu'elles développent, mais c'est très différent parce que le contexte est différent et puis parce que elles se battent pas sur le même... Enfin, elles se battent sur des mêmes choses et aussi sur un contexte global, politique. Mais par exemple, c'est des femmes rurales et ce qu'elles ont de très fort, c'est la cohésion collective. C'est-à-dire qu'elles arrivent très bien à faire des alliances avec d'autres féministes, d'autres femmes, même si elles ne sont pas d'accord sur le fond, sur plein d'éléments politiques, mais leur grande force, c'est de complètement dépasser ça et toujours créer des grosses alliances, ce qui fait que après, elles vont vraiment se confronter à un gouvernement qui les oppresse, à des mesures d'une violence incroyable et elles font des fronts communs. Donc moi j'ai remarqué que ça c'était une grande force qu'elles développent et donc même quand elles font des marches dans la rue, c'est toutes les féministes ensemble et ça fait des marées de féministes dans les rues et c'est aussi un symbole fort de montrer leur puissance et leur résistance. Donc ça c'est un élément que je trouve un peu différent parce qu'ici on fait on crée des sous-groupes féministes qui fait que des fois on a du mal à faire des alliances et on entame un peu notre force collective pour ça. Et sinon, ce qu'elles utilisent, c'est qu'elles utilisent vraiment aussi beaucoup les images positives des femmes modèles en fait. Et les femmes rurales, par exemple, elles utilisent d'autres femmes rurales du passé qui ont été des leaders syndicales ou alors des femmes qui ont été dans des luttes locales et qui ont été assassinées par l'agro-capitalisme. Et en fait, elles les érigent en modèles et elles les incarnent. En fait, par exemple, je vous donne l'exemple de Margarida Alves, donc, qui était une femme rurale qui faisait partie d'un syndicat et qui se battait pour les droits des personnes travailleuses et travailleurs ruraux. Et elle a été assassinée par les propriétaires terriens. Et en fait, elles ont complètement réinvesti le personnage de Margarida Alves et c'est devenu
elles s'appellent entre elles les Margaridas, donc ça veut dire, c'est aussi se dire qu'on est des femmes qui sommes en lutte et qui vont détruire les pressions du capitalisme et des propriétaires terriens. Et ils ont créé une marche qui, tous les ans, c'est une marche en hommage à Margarita Alves, mais elles arrivent à être 100 000 sur... tous les 4 ans, pardon. Elles arrivent à être 100 000 sur la capitale, à marcher ensemble et à dire vous en avez tué une, mais on est 100 000 derrière. Donc ça aussi, investir des figures modèles hyper fortes, enfin en tout cas les construire comme fortes, je trouve que c'est intéressant comme stratégie. Radio Campus 9.4 FM, toujours en compagnie de l'association Parle avec elle, avec Ophélie, Anna et Elsa. Une petite réaction sur ce qui se passe, que ce soit du féminisme au Brésil ou de la grande vague d'émancipation par le sport de défense des femmes en manque de confiance, si je puis me permettre. Alors, je dirais pas en manque de confiance, déjà. Je dirais des femmes face à un sexisme ordinaire et plus violent, de plus en plus violent. Et moi, je l'ai fait, cet atelier, l'atelier Déclic dont elle parle, un atelier de 3 heures un après-midi. Et ce qui en ressort, c'est vraiment cette prise de conscience qu'on a une puissance en nous, que la force, elle n'est pas que masculine, que la force, elle n'existe pas que chez les hommes, elle existe aussi chez nous, et qu'on est en plus capable de se défendre. Alors, pas dans toutes les situations, il faut quand même tempérer, parce qu'il y a des situations où c'est compliqué aussi de s'en sortir. Mais en plus de réussir à se défendre, on est capable d'attaquer, et d'attaquer non pas juste pour perpétuer un comportement violent, mais pour éviter une situation où on peut être victime de violences physiques. On peut aussi attaquer par la parole et ne pas, comme elle dit, rester douce et dire non, merci, en souriant. On peut aussi très bien dire à une personne qui nous emmerde dans la rue qu'on n'a pas envie et que c'est pas parce qu'on est une femme qu'il faut qu'on soit douce et polie, en fait. Et je trouve ça assez intéressant de se réapproprier cette force-là. Sur la question brésilienne, peut-être, Anna ? Oui, alors, Héloïse, elle a parlé de comment les femmes au Brésil font valoir ces femmes modèles et féministes qui ont bien s'est battues pour la cause féministe. Et donc, pour moi, je pense que c'est bien parce qu'on ne laisse pas que ces femmes-là tombent dans l'oubli. Et je dirais pas qu'il y en a cette culture des manifestations au Brésil, mais je dirais que quand on fait face à des grands soucis, comme là on fait maintenant à des réductions des budgets dans l'éducation, on a eu des grosses manifs en mai. Et je pense que la cause féministe, elle n'est pas une exception à ça, parce que, voilà, comme Héloïse nous a dit, on a des manifestations, on a 100 000 femmes à la rue, et ça montre la puissance. Et pour moi aussi, je suis complètement d'accord avec elle, ça nous montre qu'on n'est pas toutes seules, et que ce soit au Brésil ou en France, on laisse pas... Qu'ils soient au Brésil ou en France, on fait face au sexisme et on n'est pas prête à se laisser faire. Oui, ce qui est intéressant, je trouve, notamment dans toute la démarche de l'autodéfense, c'est aussi de réaliser que toutes les femmes, en fait, mettent en place des stratégies à titre individuel pour occuper l'espace public et pour échapper au harcèlement ou aux agressions. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, est important de réaliser et de prendre à plus grande échelle pour passer de stratégies individuelles à des stratégies collectives. Et je pense que c'est à peu près la même démarche qui est faite au Brésil et ça se retrouve et c'est chouette. Et ce que je trouve justement intéressant dans une perspective d'émancipation, c'est d'utiliser, comme a dit Héloïse, ce qui se passe au Brésil, des femmes figures de réussite de la cause, figures d'émancipation et de force, parce que justement c'est ça nous rappelle qu'il y a d'autres personnes comme nous qui essayent de se battre, qui se sont battues il y a très longtemps et
Et ça donne de la confiance en fait et de la force. Et je trouve que c'est nécessaire dans une stratégie d'émancipation. Il faut avoir la réflexion où on se rappelle que des gens se sont battus et ça nous donne le courage d'aller dans l'action en fait. Phénomène de groupe, si je puis dire. On va poursuivre dans cette idée-là. Donc des stratégies d'émancipation en passant par le sport, l'activité physique, le sport de contact, le sport de combat, l'autodéfense, etc. Avec Marie-Pierre Barthès, l'association Ring Angels. Donc moi, je vais faire le lien entre le sujet de Brice Boxons contre la violence aux femmes et ce que je représente et ce que les coachs ici représentent, c'est-à-dire la Fédération française de kickboxing Muay Thai, discipline associée, et la Ligue Occitanie. Je suis présidente d'une association qui s'appelle le Ring Angels. Cette association est une association qui promeut la pratique féminine à travers différents stages. Alors il y a des stages pour les confirmés, mais il y a surtout des stages pour des femmes qui n'aiment pas le sport, qui ne le pratiquent pas, avec un projet de boxing truck pour aller au plus près de la population en zone rurale et pour donner des cours à ces femmes qui n'ont pas accès ou qui n'aiment pas le sport. Qu'est-ce que les sports de contact? Alors ça peut faire peur comme mot, la boxe, les sports de contact, et en fait c'est surtout des jeux, un jeu d'opposition, un changement de positionnement, c'est-à-dire qu'il y a le suiveur, le meneur et le suiveur, et vice-versa. C'est toucher, ne pas être touché, c'est anticiper et c'est se protéger. Tout cela va pouvoir être utile aux gens qui ne sont pas à l'aise dans leur corps ou dans leur positionnement, et le fait de pratiquer va pouvoir les ancrer dans ces réalités-là. Les sports de contact, c'est aussi comprendre. Pour les femmes qui ont été peut-être victimes de violences, elles vont comprendre les techniques, elles vont comprendre les codes du sport. Les femmes qui ont eu des violences, elles ont souvent une peur de l'autre et une peur de l'homme. Les sports de contact pour les femmes, eh bien, c'est comme je vous disais, reprendre confiance en soi. Ça nous permet aussi de connaître nos limites et de se connaître soi-même en fait, et d'améliorer son physique et son mental. Alors le fait d'améliorer son physique, eh bien, ça va nous permettre d'être ancré dans le sol, ça va nous permettre d'être beaucoup plus tonique, ça va nous permettre d'être beaucoup plus en forme, et connaître, améliorer son mental. Eh bien, là, comme nous disaient ces dames, la violence mentale, elle est tout aussi importante que la violence physique. Le fait de se connaître, le fait d'améliorer son mental va nous permettre de gagner en sécurité. Et moi, c'est ce qui m'intéresse à la fin de la journée, que ces femmes-là sortent en disant « mais oui, j'ai fait de la boxe, et je peux faire de la boxe, même si à la base, eh bien, je n'en fais que quelques fois par an, et elles sont finalement championnes elles-mêmes. » C'est dégradant d'être dans une situation conflictuelle, dans une relation conflictuelle. Il y a le dénigrement de la personne et il y a un temps pour s'aimer à nouveau. Et petit à petit, avec la pratique des sports de contact, les peurs se lèvent, on prend de nouveau confiance en soi et on finit par s'estimer parce que bien on est égalitaire dans le club, on a la même égalité au sein de son coach ou de son adversaire. La boxe pour une réappropriation de soi, c'est un moment qui est réservé à elles. Elles prennent le temps de venir et de s'entraîner. Donc elles laissent un petit peu, les femmes laissent de côté leur quotidien. C'est aussi une façon de renouer avec la sensation de plaisir, parce que faire un effort, faire une activité physique, c'est important pour soi, c'est important pour sa santé, c'est important pour son mental, et c'est important pour l'estime de soi. Les sports de contact servent aussi à sortir de la spirale de la violence. Moi, je dirais pratiquer un sport de contact, c'est surtout pour se sortir d'une situation et s'échapper. Pour terminer, je dirais que boxer
comme le titre de Monsieur Soubiran, boxer contre la violence faite aux femmes, de boxer pour parler, pour soigner, pour réparer, pour se protéger, pour changer. De retour sur le plateau de Parle avec elle, Radio Basta et spéciale stratégie d'émancipation cette semaine. On vient d'écouter Marie-Pierre Barthès, l'association Ring Angels, voilà, dans la foulée du son précédent, on est sur des réactions individuelles, mais aussi des phénomènes collectifs. Ça s'est largement développé, y compris dans les clubs de boxe, qui n'ont jamais vu autant de femmes et de jeunes femmes, en particulier, venir effectivement apprendre la défense par le corps, mais aussi par l'esprit. On va se faire une petite pause musicale avant de terminer cette émission avec un atelier d'écriture qui se passe à Parle avec elle et avec une interview de Faisal. Et puis nos 3 invités de cette semaine, Ophélie, Anna et Elsa. À tout de suite. Parle avec elle, Radio Basta, 9.4 FM, Campus Radio, Ophélie, Anna, Elsa. Vous avez vu, on peut refaire une phrase différente avec les mêmes mots. Oh. C'est ça, radio. On est donc en direct où les conditions sont bonnes pour écouter l'interview de Faisal, atelier d'écriture à Parle avec elle. Qui m'en parle? Ouais, je peux en parler. On l'écoute après. On l'écoute après. Du coup, Faisal, il intervient alors, parfois seul, mais aussi avec Sybille, qui est une slameuse, les vendredis à l'association, les vendredis après-midi, et auprès d'habitantes, beaucoup d'habitantes, je ne sais pas s'il y a des habitants des fois, mais principalement des habitantes, qui écrivent sur des thématiques assez larges qui les concernent, qui peuvent être des thématiques sur leurs conditions de femmes, sur leur quartier, sur énormément de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que ces écrits qui peuvent se transformer en slam sont après parfois réutilisés. Il y avait Rainerie Miroir qui avait réutilisé, qui est un magazine à la Rainerie, qui avait utilisé plusieurs poèmes, plusieurs écrits que les habitantes avaient fait sur le quartier. Donc c'était assez intéressant. Et il arrive aussi que parfois il y a des soirées slam où on peut réutiliser ces textes. Elsa, non. Anna, sur un atelier d'écriture, non. On va écouter, et puis on en reparle juste après. On s'écoute donc l'interview de Faisal pour l'atelier d'écriture à Parle avec elle. Je suis éducateur spécialisé
fraîchement diplômé. Mais ça fait 30 ans que je travaille dans l'animation. J'ai un cursus BAFA, BFD, formateur BAFA, éducateur stagiaire, moniteur éducateur, EduxP. Donc voilà, ça c'est pour le côté professionnel. Après j'ai 48 ans. Je suis originaire de la région parisienne et j'habite à Toulouse depuis une quinzaine d'années. J'ai fait des slams. J'ai fait un slam autour des 4 accords Toltec. Et par la suite, on a mis en place plusieurs séries d'ateliers d'écriture. Un petit peu ce que je fais, c'est de travailler autour de 10 mots tous les ans. L'opération 10 mois, 10 mots. Et c'est autour de ces 10 mots qu'on va réfléchir pour écrire sur des thématiques diverses et variées. Sinon, les premières étapes, c'est de chercher des rimes avec les prénoms. Et ensuite, on développe un petit peu plus et on prend plaisir à écrire ensemble. Donc tu travailles avec un public, si j'ai bien compris, jeune, donc adolescent. Adolescent, oui. C'est un petit peu c'est les femmes et les enfants. D'accord, donc les femmes dans le cadre de l'asso. Ouais. Et quand tu n'y es pas, ok, avec les jeunes. Ouais, avec les jeunes, avec toutes sortes de publics, différents types de publics, mais c'est surtout des publics auxquels j'ai été amené à travailler en tant qu'éducateur, en tant que moniteur éducateur. Et le choix d'orienter vers la parole, vers la verbalisation et vers l'écriture la voix des sans-voix. Tous ceux qui ont des choses à dire mais qui le disent et qui ne peuvent pas l'écrire, soit on essaye de l'écrire, soit je l'entends et je le retranscris ensuite sur des textes personnels. J'aborde pas mal de thématiques lourdes avec légèreté. Et voilà, donc je parle avec elles, j'arrive, je vois plein de femmes, je parle avec elles. Souvent je viens, plus que souvent, je viens le mercredi après-midi avec Maya, ma fille. En étant aussi, parce qu'on parle beaucoup des femmes dans les maisons, enfin couple monoparental, famille monoparentale. Les femmes seules, mais il y a aussi les hommes seuls. Donc c'est une thématique que j'aborde aussi dans des textes. Et ici aussi, moi ça me permet aussi de transmettre à ma fille des valeurs qui me sont chères, dans le quartier, des valeurs familiales, avec toutes ces femmes dans l'intergénérationnel. J'arrive et je vois qu'en fait ma fille elle est bien, elle est à l'aise dans cet assaut. Des réactions donc suite à l'interview de Faisal sur ces ateliers d'écriture réguliers? Donc, ces ateliers d'écriture, à parler avec elle, ça devient aussi comme un petit outil d'empowerment. On a notamment Ouda qui participe à l'assaut. Elle a des bouquins à elle aussi où elle parle de ces violences qu'elle a vécues dans sa vie. Et notamment, ces ateliers, il va aider les habitantes, parce que comme Ophélie elle a dit, c'est plutôt des femmes, à parler des sujets qui ne sont pas forcément faciles. Et donc, ça peut être aussi une manière de soigner tout ce qui s'est passé. Et on a aussi l'atelier Sable, qui est animé par Khadija. Et aussi, même chose, majoritairement de femmes. Et à nouveau, un outil ils peuvent apprendre une nouvelle... pas métier, mais une nouvelle... approche. Une nouvelle approche dont
où elles vont être entre femmes dans une bonne ambiance et elles vont créer des choses avec leurs mains, de manière artisanale. Donc voilà, c'est pas que l'atelier en soi, mais c'est aussi l'ambiance autour de ça. La dynamique que ça peut créer. Empowerment, j'aime bien l'espagnol, mais c'est quoi? C'est poivrement? Ça veut dire quoi? Empowerment, alors c'est difficile de trouver une définition seule, parce que pas mal d'autrices ont parlé sur le sujet. Mais globalement, l'empowerment, c'est l'émancipation qui passerait par la réflexion, la prise de conscience, mais qui doit aussi aller vers l'action. Ce qu'on appelle la notion d'agency, donc c'est la possibilité d'agir. Et c'est ça l'empowerment, c'est réfléchir à sa condition et essayer de s'en sortir. En gros, largement, c'est ça, quoi. Elsa, à quoi ça peut faire rebondir des propos que tu as? L'action de parler avec elle fait entièrement écho à ce qu'on peut faire à Couleurs Citoyennes à Carcassonne. Les deux assos sont très différentes. Parce que nous sommes une grosse association de quartier plus vieille. Elle a été créée en 1993. Mais on agit aussi sur le petit quartier politique de la ville de La Conte, qui est l'un des quartiers les plus précaires de France, avec à la fois un pôle en animation, de la médiation et des ateliers sociolinguistiques pour rebondir sur ce que fait Faisal. Nous, notre grande ambition, c'est d'essayer d'inclure des femmes immigrées de ce quartier dans la gouvernance de l'association et donc de leur rendre la parole et le pouvoir d'agir par rapport à l'activité associative et la démarche politique que l'on choisit. C'est passé par pas mal de choses. De la même manière qu'à parler avec elle, il s'agit de laisser un espace physique aux femmes dans l'association. Pour nous, ça a été la création d'un espace couleur café qui émanait à la base du désir des femmes de disposer d'un espace convivial au sein de l'association. Et puis progressivement, cet espace est devenu un espace de construction de projets. Donc aujourd'hui, il y a des voyages qui sont financés tous les ans par la vente de gâteaux, d'autres choses par les femmes. Il y a une exposition photo qui s'appelle « Ouvrir les cages » qui a été réalisée sur les conditions d'émancipation des femmes qu'elles ont réalisées elles-mêmes. Et puis nous, cette année, on s'est un peu basé sur 3 leviers du pouvoir d'agir. Il s'agit déjà de libérer la parole des femmes en développant des ateliers sur la vie sexuelle et affective avec des sages-femmes ou psychologues, et puis de parler aussi des violences de genre, des violences conjugales. Ensuite, on a bien sûr énormément travaillé sur toutes les sorties qui peuvent se faire. Là, on revient d'un week-end d'échange entre Parle avec elle et Couleurs Citoyennes, où les Toulousaines sont venues à Carcassonne pendant 3 jours échanger avec nous. Et puis le dernier volet de ce travail, c'est bien sûr se réapproprier l'espace public, qui est aussi très central dans l'action de Parler avec elle. Pour nous, c'est passé par la réalisation d'une marche exploratoire et donc avec tout ce qui en découle en termes de participation et de possibilité d'agir sur son environnement quotidien. Ça donne une très grosse saison de Parler avec elle en dynamique interassociative, hein, tout de même. En tout cas, ça donne beaucoup de dynamique. On est sur le finish de cette thématique. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur... alors peut-être les assos, on aura les contacts sur la page YouTube de Parle avec elle, que ce soit l'asso Faire Face ou Ring Angels. Je sais pas, je pourrais dire, plus on en parle et plus ça donne envie à d'autres jeunes femmes ou femmes de réagir, de s'impliquer. C'est comme on a dit un peu avec l'émission d'Héloïse, en tout cas pas l'émission mais l'interview d'Héloïse quand on l'a interrogée. On a évoqué le fait qu'à Toulouse il y a quand même un réseau qui est assez intéressant sur le féminisme et il y a des possibilités, il y a plusieurs associations qui permettent de travailler cette thématique-là, mais il n'y en a pas encore assez, évidemment, il n'y en aura jamais assez, en tout cas pour le moment, il n'y en a pas assez. Et plus on en parle, plus ça permet à des femmes de découvrir que ces associations existent, qu'il y a un réseau, et qu'en fait, elles ne sont pas seules, et qu'on peut s'entraider, en fait. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir.
Très bien, Elsa. Et puis au final, on se rend compte qu'il y en a un peu pour tous les goûts, en fonction des types de projets qu'on a envie de développer. Enfin, je veux dire, il y a plein de manières différentes de travailler sur l'émancipation et sur l'empouvoirment des femmes. Parle avec elle. Un dernier mot pour toutes. Si ce n'est que vous pouvez donc rejoindre l'équipe des bénévoles, voire plus, il y a des services civiques, etc. Il y a toute une dynamique donc à l'association qui vient de changer de locaux d'ailleurs, récemment en tout cas. Donc c'est Métro Rennery, tous les contacts, donc l'association qui vous incite à repasser. Mais dans le local. Oui. Et je voudrais aussi rappeler qu'on travaille avec l'association dans un... Radio Basta, c'est un projet un peu plus grand, qui est un projet international entre 4 assos. Et en fait, on est en train d'élaborer un jeu de société en outil de sensibilisation contre les stéréotypes de genre. Et ça avance, mais c'est vrai que si des gens veulent venir participer à ça, en tant que bénévole, participer à des ateliers qu'on va faire avec les femmes pour avancer sur le jeu, faut pas hésiter parce qu'on va prendre les informations de tout le monde et les expériences de chacune pour élaborer ce jeu-là. Un long processus que ce jeu-là qui a été partagé à l'international, on peut le dire. Oui. Merci à toutes les trois, Ophélie, Anna et Elsa. On se rejoint très bientôt sur le même créneau. Merci à Justine aussi. Et à bientôt. À bientôt. C'était Femmes sur la bande FM. Basta Project, pour moi, c'était... En fait, je le voyais surtout du côté de la femme et de l'égalité de la femme vers les hommes, plus que le contraire. Et c'est vraiment une fois sur le terrain et avec les discussions qu'on a eues avec les membres de l'équipe des différents pays, que je me suis dit, en fait, le genre, il faut aussi le questionner sur le masculin et pas que sur le féminin et l'égalité homme-femme. Basta Project. En France, à Toulouse, en Algérie, à Oran, et à Berlin, et Caserta, Italie. Et je profite, puisque c'est une radio de Toulouse. Merci à vous, Radio Campus. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Coproduction. Parle avec elle. Et Radio Campus 2018. 2019.